ce talk et vous pourrez, voilà, si on a le temps à la fin, j'espère qu'on pourra te poser des questions. Voilà, Mickaël, c'est à toi. Ok. Bah, d'abord, je vais me présenter. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent moins. Donc, je suis arrivé il y a 20 ans maintenant en Israël, après avoir fait Dauphine avec certaines personnes que vous connaissez. Avec Euh, Daphné, qui est notre avec Daphine, mentor entre du autres, business oui. model. Et voilà. En fait, je suis arrivé donc, il y a 20 ans, juste après avoir eu mon diplôme de l'Université de Dauphine. J'ai travaillé dans la finance pendant 4 ans. Je levais des fonds pour des boîtes high-tech israéliennes en Europe. D'ailleurs, on était les pionniers là-dedans. Et en 2004, j'ai rejoint le groupe Art Café, où j'ai travaillé pendant 8 ans pour le groupe, de 2004 à 2012, où j'étais donc directeur marketing et bizdev de la chaîne. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de monter des franchises, certaines que j'en ai revendues, certaines que j'ai encore. Et en 2012, j'ai repris mes études parce que j'avais pas fait de troisième cycle et puis je rêvais de faire un MBA. Donc j'ai repris mes études de 2012 à 2014 dans un programme excellent, exceptionnel, qui est le programme de Kellogg, qui est en fait un joint MBA entre Kellogg et Recanati. Recanati, c'est l'université de Tel Aviv. Et Kellogg School of Management, c'est l'université de Chicago qui fait partie du top 10 des MBA dans le monde. Et donc de 2012 à 2014, j'ai étudié là-bas. Et en 2014, j'ai rencontré mon associé aujourd'hui, Michael, avec qui j'ai fondé Frey. Donc, on a, voilà, et de 2000, en fin 2016, début 2017, on a lancé Frey. L'intitulé d'aujourd'hui, c'est le Blue Ocean, parce que en fait, on se connaît avec Nathalie depuis avant que Frey naisse. 2014, Euh, ouais. D'ailleurs, c'est une des facettes que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand on monte un projet, il ne faut pas hésiter à parler au plus de monde possible. La légende qui dit on va nous voler l'idée, c'est une connerie. Il faut parler avec le plus de gens possible. De toute façon, au bout du compte, la différence, elle se fait à l'exécution et dans la précision de l'exécution. Et donc, j'ai rencontré Nathalie donc, quand on était en phase complètement d'élaboration du projet de Frey, où, entre autres, avec Nathalie, qui est une experte de cosmétiques, on a rencontré donc pas mal de personnes qui ont un petit peu guidé nos décisions, qui ont transformé nos intuitions en réalité. Et en fait, ça a été une partie fondamentale du processus pour pour lancer Frey et pour le mener à bien jusqu'à présent. Donc, le Blue Ocean, euh, qui est en fait le sujet d'aujourd'hui, c'est en fait j'ai dit il y a quelques jours, j'ai dit à Nathalie, je vais raconter le Blue Ocean en quelques mots et après je vais parler de l'expérience Frey parce que je pense que c'est plus intéressant. Donc le Blue Ocean, c'est en fait une théorie qui a été en 2004 créée par deux personnes qui ont fait l'INSEAD, enfin en tout cas qui a été décrite par deux personnes qui ont fait l'INSEAD et qui a divisé le monde en deux grands univers. L'univers des Red Ocean, donc des industries qui sont dans le Red Ocean, et l'univers des Blue Ocean. Les Red Ocean, ce sont les industries classiques que vous connaissez, qui se battent en fait sur les mêmes règles du jeu. En fait, quand une industrie arrive à, à Saturation. maturité, en fait, ce qui se passe, c'est que les acteurs de ce même marché se battent sur les mêmes critères. Donc, des fois, c'est le prix, des fois, c'est la qualité de service, des fois, c'est la qualité du produit. Mais en fait, les règles du jeu sont données et il n'y a plus en fait d'innovation dans les règles du jeu. Et le Blue Ocean, c'est le contraire. C'est quand quelqu'un il, il arrive à prendre une industrie donnée et disrupter, révolutionner ces règles du jeu. Et en révolutionnant ces règles du jeu, il crée en fait plus de valeur aux consommateurs qu'il n'avait auparavant. Et ça crée en fait une poche qu'on appelle Blue Ocean, où il y a plus de requins. Donc l'eau est bleue. La compétition est en fait pas très très facile à détecter parce que vous avez créé une différenciation avec vos concurrents. Et généralement, toutes les, euh, toutes les boîtes qui ont explosé, qui ont bien démarré et explosé après, c'est des personnes qui ont fait créer leur Blue Ocean dans les verticales données.
Le dernier exemple en date qui l'a fait de manière large scale, c'est Tesla de Elon Musk, qui en prenant le concept de la voiture électrique, qui était en fait le concept où tout le monde pensait, enfin toutes les industries d'automobiles pensaient que en fait la voiture électrique en essence c'était un produit de seconde main qui était en fait la cinquième roue et qui n'ont pas du tout investi dans l'innovation. Lui, il a créé cette voiture électrique, il en a fait un objet sexy, appealing, en améliorant encore plus les fonctionnalités pour les rendre au rang des voitures normales. Aujourd'hui, une voiture Tesla, elle va aussi vite de 0 à 100 qu'une Ferrari ou qu'une Lamborghini. Et en fait, il a disrupté dans la tête des gens le mot voiture électrique en le rendant appealing. Et c'est comme ça qu'il a créé énormément de valeur. Donc, pour revenir à Frey, on a lancé avec Michael en 2016, Frey, en fin 2016. Et en fait, on s'est basé en fait sur une intuition qu'on a eue, qui est une intuition qui est arrivée après avoir étudié le marché aux États-Unis et au Canada, qu'il n'y avait pas en fait de skincare pour femmes actives. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'en fait, à l'époque, en 2015, quand on a regardé le marché américain, en fait, il y avait une révolution dans chaque secteur de consommation qui allait vers le wellness et le well-being. Une révolution dans ce qu'ils appellent les Internet of Things, des femmes qui allaient prendre leur café habillées tout en habits sportifs, alors qu'il y a quelques années, jusqu'en 2015-2016, c'était des martiennes à Paris. Aux États-Unis, à New York, elles commençaient à aller boire leur café habillées en tenue de sport. Et en fait, il y avait un shift en fait, vers ce well-being et ce wellness dans tous les secteurs de consommation. L'exemple le plus frappant, c'était en fait les leggings de Lululemon, qui était pour nous notre exemple, avec une énorme croissance. Et quand on s'est penché, en fait, parce qu'on cherchait un petit peu des opportunités sur le skincare, on n'a pas trouvé de skincare qui parlait à cette femme active. Donc, c'est parti en fait d'une intuition, après avoir balayé pas mal d'opportunités. Et en fait, de cette intuition, on s'est dit, OK, si on veut créer un Blue Ocean dans une industrie où il y a des giants, OK, c'est un énorme marché, la cosmétique, mais c'était à l'époque, disons, contrôlé par des énormes personnes avec des budgets incroyables. La meilleure manière de faire un trou dans une industrie qui est gérée par des giants avec des budgets incroyables en marketing, c'est de trouver un Blue Ocean. Où ce Blue Ocean, votre produit n'est pas comparable à celui de votre concurrent. Et donc, c'est en fait ça qu'on a essayé de faire avec Frey. Maintenant, l'intuition de départ, qui était une intuition marketing, on s'est dit, OK, l'intuition marketing, c'est une chose, mais si on ne vient pas avec des solutions à des problèmes tangibles, eh ben, on n'aura aucune chance de percer pour la seule et unique raison, c'est qu'on ne peut pas venir avec un produit sans marketing, sans budget, avec $0 et en plus avec une intuition marketing sans seuil scientifique. Donc, on est passé par une phase où on a été chercher 2 docteurs en biochimie en Israël, une que Laurent Zafrance, il est toujours là, connaît, et une autre personne qui sortait de Teva. Et en fait, ils nous ont aidés à comprendre la première chose. Est-ce qu'il y a des effets néfastes à la qualité au lifestyle sportif sur la peau, que ce soit de court terme ou de long terme, d'un point de vue scientifique? Et est-ce qu'il y a des effets directs ou indirects néfastes de la transpiration sur la peau? Et après 2-3 mois d'études, qui a été en fait la base de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ils sont revenus les deux avec les mêmes takeaways, avec les mêmes conclusions. Donc oui, à force de faire du workout, notre peau devient trop sèche. Oui, on appelait ça ce qu'ils appellent le runner face, c'est-à-dire plus tu vas courir et plus l'élasticité de ta peau va être perdue et ton oxydation va continuer à s'oxyder ta peau et plus donc tu vas faire du mal à ta peau. Oui, quand tu vas faire du sport outdoor et que tu vas mélanger la transpiration et le soleil, il va y avoir des effets encore plus néfastes que si le soleil seulement s'appliquait sur ta peau.
Et donc, après avoir vu ça, on s'est dit, waouh, il y a des choses qui se passent. Les scientifiques sont avec nous. Il y a des vrais problèmes de peau qui sont dus à ce workout lifestyle. Donc, ça va nous permettre de rentrer sur un marché avec en fait une vraie psora, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit psora, avec une vraie innovation. Promesse, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, OK, les sciences, c'est bien, mais il y a beaucoup de scientifiques qui sont toujours ou en avance avec leur temps, ou en fait toujours décalés avec ce qui se passe sur le marché. Et pour nous, en fait, une des raisons qui a fait que jusqu'à présent on avance chez Frey, c'est qu'on a toujours été très proche de nos consommateurs depuis le début. Et donc après cette découverte scientifique, on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit ok, c'est bien, mais c'est une première preuve et elle est théorique. Il faut que je vérifie si mon produit, eh ben, il est prêt à être en fait marketable. Le market fit. Exactement. En fait, ce market fit, c'est le plus important des trucs. C'est-à-dire que vous avez chacune des projets, vous avez des rêves. Il faut vérifier que les attentes du marché sont alignées avec vos rêves. Et pour ça, il faut poser des questions et il faut faire des sondages. On a utilisé un instrument qui s'appelle SurveyMonkey, qui est un instrument exceptionnel. Je m'en rappelle très bien de toutes ces études. Qui en fait permet de définir une population donnée avec des critères. Nous, ce qui nous intéressait à l'époque, c'était donc des femmes qui font du sport au moins une fois par semaine, qui gagnent plus de 50 000 $ par mois, qui habitent dans une très grande ville, enfin dans des grandes villes américaines, ce qu'on appelle métropole. Et en fait, on leur a posé des tonnes de questions. Enfin, à chaque fois. Attends, je me permets de te couper, Mickaël, parce que cette semaine, on a travaillé sur exactement les thèmes que tu dis, à savoir les early adopters, quelles sont les premières personnes susceptibles d'être intéressées par mon produit. Puis, je leur ai demandé de classifier ce qu'on appelle les personas marketing, c'est-à-dire le client type. Est-ce qu'il y en a 3 différentes, 4, et les connaître intimement? Et je me souviens très bien que c'est ce que tu faisais. Je me souviens même que tu te baladais sur la plage à Tel Aviv et que tu regardais les femmes qui courent. Et je me demande même si tu n'allais pas leur parler en leur demandant est-ce que tu achèterais mon produit? Donc, ça rejoint exactement le côté love your problem dont on a parlé, nous, dans le programme. C'est que son problème, on doit l'aimer parce qu'on passe sa vie avec, en fait. Et on a une obsession, c'est d'apporter la solution avec le produit. Exact. Pour la partie des sondages, pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, on voulait savoir, on voulait valider en fait la conscience des consommateurs pour ces problèmes. Parce qu'on s'est dit, OK, si les problèmes existent, mais les consommateurs ne savent pas, alors, je te recoupe, c'est ce qu'on a vu dans le programme, le besoin évident et le besoin latent. C'est que les entrepreneuses que tu vois devant toi, parfois, elles règlent un problème dont les gens n'ont pas conscience. C'est ce qu'on appelle le besoin latent. Et donc, elles me disent, oui, mais si le besoin, ils n'en sont pas conscients, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je leur ai dit, c'est à vous de formuler qu'il y a un problème parce qu'eux, ils ne s'en rendent pas compte. C'est beaucoup plus dur sans décourager c'est ça, c'est beaucoup plus dur. Quand le besoin latent, et comment tu as dit, besoin évident en français? Ouais, le besoin évident, c'est en gros, j'ai besoin d'un téléphone, donc je vais te lancer un téléphone. Mais me dire que quand je fais du sport, j'ai le soleil qui me brûle la peau, donc il me faut un cosmétique adapté, c'est vachement compliqué comme démarche. Oui, mais pour juste, pour te contredire là-dessus, c'est pour ça que tu as parlé d'early adopters. Enfin, c'est pour ça que tu as parlé de différentes catégories de consommateurs. C'est-à-dire que le besoin latent et le besoin évident, il doit être analysé par type de consommateur. Si 100% des consommateurs sont en besoin latent, oubliez votre projet et mettez-le sous le pied. Si une partie des 90% de vos consommateurs sont en besoin latent, ça veut dire que c'est ceux qui vont adopter votre produit à la fin, mais vous avez 10% où votre produit il est ultra relevant pour cette partie de la personne, c'est ce que Nathalie a appelé les early adopters.
ça veut dire qu'en fait, qu'il existe ce besoin. Il suffit qu'il existe pour 5% de la population pour qu'il existe après. Après, de savoir quelle est la taille de marché, c'est un autre problème qui est aussi un challenge chez Frey, on va en parler. Mais disons que entre savoir si le besoin existe ou si le besoin n'existe pas, il faut que ce soit un besoin évident pour une partie de la population, sinon le besoin n'existe pas de manière marketing, de manière business-wise, il n'existe pas. Mais tu sais, on fait souvent une erreur, c'est de se dire si c'est trop petit, alors c'est pas intéressant. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est que si on a une niche avec un segment de marché très clair, Tout dans à ce fait. cas-là, on va s'éclater sur ce segment de marché-là. Tout à fait, a C'est fortiori. assez grand. Voilà. Ah, Tania, salut. Salut Mickaël. Et Je voulais juste intervenir quand même parce que dans ce que tu dis là, donc tu peux créer en effet la conscience qu'il y a un problème dont les femmes n'avaient peut-être pas conscience. Sauf que la solution, c'est pas forcément ta solution. Moi, tu me dis un truc comme ça, et ok, donc je vais mettre, C'est pas ce que j'ai dit, Tania. une protection solaire, ou tu vois, il y a aussi. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit que quand on a été faire les sondages aux États-Unis, on a d'abord été aux États-Unis et pas en France, parce qu'on savait que la France était un objet mature. D'ailleurs, Nathalie a un peu haussé les sourcils quand on lui a parlé du projet. On avait dit que c'était ça. Et en fait, ce qu'on a été faire aux États-Unis, c'est qu'on a été voir chez des personnes concernées qui ne sont pas spécialement ni ma femme qui ne s'entraîne pas, ni des personnes qui sont lambda, qui utilisent les cosmétiques comme tout le monde. On a été chez des personnes qui, en fait, s'entraînent beaucoup et qui, en fait, voir si ces problèmes existent. Et c'est là-bas, en fait, qu'on a validé Frey. C'est-à-dire que quand on a récupéré les résultats de ces sondages, on en a fait au moins 4 d'affilée parce qu'on n'était pas sûr de ce qu'on recevait. Donc, on a été chercher à chaque fois. On posait des questions. Est-ce que vous souffrez de breakouts? C'est l'acné pour les femmes un peu. Quand vous êtes, quand vous allez après le sport, ben, on a des gens qui ont dit oui. Et qu'est-ce que vous utilisez comme produit? Oh, ben, je vais utiliser ce produit chez cette marque. Et pour les rougeurs, je vais chez cette marque. Et pour me protéger la peau contre contre le soleil et le fait que ce soit water et sweat resistant, je vais chez cette marque. Et en fait, on a compris qu'il y avait en fait tout un jargon autour de ces femmes sportives qui sont nos early adopters, comme Nathalie l'a dit. Notre but aujourd'hui en 2020, c'est d'aller chercher toutes les femmes qui utilisent Frey. Mais bon, ça, c'est notre prochain challenge. C'est en fait, on a dit, OK, ces sportives-là, eh ben, elles sont conscientes du problème, elles vont chercher déjà des solutions à ces problèmes en allant faire leur marché chez des cosmétiques brands. Donc, on s'est dit, nous, si on trouve une solution où on leur donne toutes leurs solutions au problème, il y en avait au moins une dizaine, et qu'on l'habille en fait avec une connexion émotionnelle, je vais vous parler après, dans ces cas-là, eh ben, on a déjà en fait nos early adopters. Ouais, et je voudrais rajouter un truc parce que ça peut beaucoup aider aussi nos entrepreneuses et en particulier Déborah, je pense que ça va te parler. C'est que au début, les deux Michael, ils se sont dit on va créer une marque très globale comme les autres marques, avec beaucoup de produits, avec 4 types. Voilà. Je rappelle, on avait 60 produits au On début. avait 60 produits et moi j'avais créé un assortiment comme ça. Et puis, en fait, ils ont très vite compris que comme ils étaient sur un segment de marché restreint et qu'il fallait limiter le risque de départ, ils voulaient avoir un message super clair et super impactant. Ils ont eu l'intelligence de dire on va commencer avec la base de la base, 3 produits, les basiques. Et donc, en fait, ils se sont délestés de 90% de l'assortiment. Et en fait, ils ne sont pas tombés dans le piège qu'on a souvent, nous. C'est qu'en gros, quand on comprend ce qu'on veut vendre, on veut faire quelque chose de très large et vaste. Et du coup, il y a beaucoup de risques financiers. Le message est dilué. Et eux, ils ont fait la routine. 3 produits, les basiques. Et ça, c'était vachement intelligent au moment où ils l'ont fait parce que ce n'était pas évident. Ils se comparaient à des marques qui avaient beaucoup de produits. Et moi, la première, je leur avais dit, mais si vous allez en pharmacie, personne va vous considérer avec 3 produits. C'est un gadget. Vous allez être en caisse, vous allez être à une tête de gondole et ça ne va pas être intéressant. Et après, ils ont changé leur distribution. Exactement. Et juste pour appuyer sur ce que vous dites, c'est que en fait, globalement, avant, on n'avait pas le choix, entre guillemets, quand on était entrepreneur, de chercher les Blue Ocean.
Maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est les grosses boîtes qui cherchent à copier ce qu'on appelle dans le jargon les niche brands, parce qu'ils se sont aperçus que maintenant, 90% de l'innovation est chez les entrepreneurs. Et donc, du coup, toutes les grandes industries, que ce soit en alimentaire, en cosmétique, partout, ont créé leur propre, on va dire, presque leur propre réseau, leur manière de travailler avec les niche brands, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit en investissant, soit en les parrainant, soit en les rachetant, soit en travaillant en partenariat, mais en tout cas en mettant de 20%, 30%, 50%. Mais en tout cas, tout le monde est conscient, le marché entier. Mais Eva, là, on te parle d'il y a 5 ans où je peux te dire que ce n'était pas du tout évident pour eux. Moi, la première… Non, je sais, mais c'est pour montrer à quel point, là, le marché, c'est-à-dire la conscience que tout est dans la niche et que tout est dans le message et dans l'authenticité du message par rapport à cette niche, que même les gros ont compris ça. Et donc, du coup, quand on voit aux États-Unis l'exemple sur les glaces, qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui ont rattrapé les Häagen-Dazs, etc., en 5 ans, il y a des choses extraordinaires qui se passent ces 10 dernières années, plus que ces 100 dernières années en marketing aujourd'hui. C'est vrai, elle a raison. L'Oréal, par exemple, a au moins 50 ou 60 brands qui sont des niche brands où la plupart des gens ne savent pas que c'est L'Oréal qui est derrière. Mais ils ont compris aussi que, en fait, ils n'étaient pas capables de créer un Blue Ocean en interne. Parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire. S'ils avaient pu le faire en interne, ils le feraient. Mais ça demande… ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le mindset. Exactement. Ok, excuse-moi, on t'a coupé. Donc, tu parlais des voilà. sondages. Oui, donc en fait, après avoir reçu ces sondages, et en fait, c'était en hébreu, on dit gushpanka, c'était le tampon pour comprendre qu'il y avait, oui, un besoin immédiat des consommateurs et qu'il leur manquait la brand. On s'est lancé. On s'est lancé donc avec Dr Sharon Rosenblatt qui nous a aidé donc à formuler les produits. C'était depuis le départ, on était obsédés. Plus on entendait par des professionnels de la cosmétique, tu sais, c'est 95% de marketing et 5% de produits, plus on allait dans l'autre sens avec Michael, parce qu'on était obsédés de faire un produit qui soit parfait, enfin qui soit en tout cas, pas parfait, mais qui soit en tout cas high level. Comme on ne venait pas de l'industrie de la cosmétique. Ça devient complexe. Voilà, exact. Donc c'était pour nous important de faire donc des produits qui marchent. Donc, on a, à partir de, je dirais, mai 2015, quand on a reçu donc les premiers, la fin des 4 sondages, on s'est mis donc à développer ces produits. Au début, c'est vrai, du travail qu'on avait fait avant, on avait genre 50 ou 60 SKUs à faire, donc 50 ou 60 produits. Comme on avait innové dans l'industrie, on n'était pas encore sûr de où on voulait vendre ces produits. On étudiait à l'époque de manière très, très claire que le marché était en train de… C'était le début, mais le marché shiftait vers les premières direct-to-consumer brands étaient en train de naître. Donc, ça veut dire que des brands qui vendent uniquement sur Internet directement aux consommateurs. Pour moi, personnellement, ça me convenait tout à fait parce qu'après l'expérience d'Art Café, j'avais un contact client que j'avais énormément aimé. Le fait de ne pas être wholesaler, mais le fait d'être retailer, que ce soit online ou offline, ça me parlait beaucoup plus. Mais ça faisait partie d'une des stratégies de vente. À l'époque, on n'était pas encore sûr. Et donc, de 2015 à 2016, jusqu'à juillet 2016, pendant 1 an, on a développé les produits avec une usine en Israël et l'aide donc aujourd'hui d'un des meilleurs formulateurs, mais aussi donc de Sharon Rosenblatt qui nous a aidé en fait à identifier les bons ingrédients. On a été donc à utiliser donc l'huile d'argan, les extraits de feuilles d'argan et les cellules souches de l'argan qui en fait après coup on a donc filé un patent aux États-Unis il y a 2-3 ans, mais pour pas trop rentrer dans les détails scientifiques, ces produits-là, ces ingrédients-là sont très, très, très efficaces sur tout ce qui est acné et breakouts et sont très efficaces pour lutter contre le photoaging.
Donc, contre l'oxydation, il y a des antioxydants exceptionnels dans ces 3 parties de l'arbre d'argan qui nous ont en fait créé en fait la ligne, et on a en fait synthétisé les 3 produits autour de ces 3 ingrédients. C'était très important pour nous depuis le départ, donc avec Mickaël, d'avoir une mission sociale. Quand on s'est rencontrés, Mickaël avait fait toute sa carrière dans le monde de la philanthropie en ayant créé Gvaim. Moi, je venais du monde business, mais j'en avais marre de faire quelque chose qui n'est pas donc de cause sociale. On a dit on va créer un business for profit, mais avec un social impact. Donc, on a cherché cette mission sociale qui faisait le plus de sens pour nous d'un point de vue émotionnel, parce qu'on savait qu'on allait la porter sur notre dos pendant des années, mais il fallait qu'elle fasse aussi sens d'un point de vue marketing. Donc, l'arbre d'argan, l'utilisant, on a décidé de planter des arbres d'argan. Et on s'est rendu compte qu'en fait, au Maroc, les personnes qui plantent des arbres d'argan sont des femmes. Et donc, notre vision de base, qui était de créer donc, une communauté de femmes sportives, athlètes ou fitness coach qui portent la marque, et derrière, supporter ces coopératives de femmes marocaines qui plantent des arbres d'argan et qui, en fait, par le biais de cette industrie, accèdent à une indépendance financière, c'est devenu en fait notre mission sociale et la mission sociale de Frey. Mais alors, je voudrais juste faire un petit clin d'œil parce que Mickaël, ton associé, il est né, il a grandi quand même au Maroc avant de venir en Israël. Et tout ça, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec le groupe sur la raison d'être, sur quelque chose qui nous fait vibrer et qui est en rapport avec notre vie passée, notre enfance, ce qui génère chez nous de l'émotion. Donc, ce qui est magnifique dans votre histoire, c'est que à chaque fois, tout s'est recoupé. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours une utilité marketing, mais avec des racines hyper authentiques. Et donc, le Maroc, ce n'était pas un hasard, quoi, en gros. Non, et l'argan non plus. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de faire ce travail, d'aller chercher, tu vois. En fait, voilà. oui, il faut être toujours… Ce que j'ai appris dans cette entreprise, c'est que plus tu vas être transparent et plus tu vas être connecté à la réalité, sans faire de chichi, plus ça va marcher. Bien sûr, il faut être sophistiqué, il faut étudier, il faut analyser. On n'est pas des bisounours. Mais oui, reste connecté à une réalité. C'est-à-dire que si la cause sociale ne te parle pas et qu'elle parle que d'un point de vue marketing, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je pense que quand on est entrepreneur, on a un idéal, on est un peu fou. On n'a pas toutes les chances de notre côté. Et donc, plus vous allez être fidèle à vous-même et connecté à vous-même, plus ça marchera. Moins vous essaierez de mettre des boucliers ou des fioritures. Et plus ça ne marchera pas. Voilà. Et donc, nous, quand on a fait cette mission sociale, c'était important que ça nous parle. Oui, c'était bizarre parce que jusqu'à présent, c'est assez bizarre que 2 hommes fassent du women empowerment. Mais bon, on a été… donc maintenant, on a environ 3000 ambassadrices aux États-Unis qui supportent la marque. Et aujourd'hui, donc, elles ont compris qu'on était sérieux. Aujourd'hui, depuis le début, on a signé un partenariat stratégique avec une NGO américaine qui est basée au Maroc, qui plante pour nous les arbres et qui supporte les coopératives de femmes marocaines. C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, c'est-à-dire qu'on a un KPI de profitabilité, mais aussi on a un KPI de mission sociale. Donc, une fois par trimestre, ils nous envoient des rapports sur les arbres, où ça en est. Une fois par an, quand on peut et qu'il n'y a pas le Covid, on est parti. Donc, dans les 2 premières années de la vie de Frey, on est parti. Cette année, on a été obligé. On a donc amené nos ambassadrices là-bas. C'était en fait au-delà du fait que c'est important, quand vous faites ce genre d'événement, ça cristallise pendant des mois et des mois. C'est-à-dire que des fois, il ne faut pas hésiter à investir pour pouvoir cristalliser vos valeurs. C'est ce qu'on a fait avec ces voyages au Maroc. Le premier, on l'a fait avec Talia Soutra. Après, on a fait un co-branding avec elle qui est très réussi. Le deuxième, on a pris nos top 5 ambassadeurs en 2019. On les a amenés au Maroc et elles ont vu de leurs yeux, en fait,
ce qu'on fait au Maroc. Et en fait, il n'y a pas plus authentique qu'un testimonial, un témoignage d'une ambassadrice qui a 700 800 000 followers et qui a les larmes aux yeux quand elle parle de ce qu'elle a vu au Maroc. Et donc, ce genre de truc n'arrive que quand on se connecte à quelque chose de réel. Donc, voilà pour la mission sociale. Pour revenir au business, quand on est reparti, donc ça nous a pris 1 an pour développer ces produits. On a été très, très casse-bonbon avec nos usines pour que, au moins à chaque fois qu'on recevait, et ça marche pour tous les produits que vous faites, hein. Ne lésinez pas sur la technique du produit. Pour faire un MVP, ce qu'ils appellent chez les grands marketeurs, un minimum viable product, il faut que vous veniez avec quelque chose qui marche et quelque chose de tangible. Et pour ça, il faut le faire essayer. Il ne faut pas hésiter à changer les groupes de personnes qui vont utiliser vos produits. Et à chaque fois que vous avez, par exemple, des échantillons, que ce soit pour toi le projet Déborah ou pour vous les projets avec les objets magnétiques, Ouais. il faut le donner à essayer. Il faut être très critique, c'est-à-dire que donner les feedbacks, ils sont priceless dans votre process d'accomplir le bon produit. Les feedbacks que vous allez recevoir des gens qui utilisent ce produit, c'est priceless. Et il faut écouter tout le monde. Et il faut avoir assez de recul et d'humilité jusqu'à présent, mais toujours au début surtout, pour pouvoir écouter et en fait réajuster avec les critiques que vous allez recevoir. Pour revenir à ce que Nathalie a dit sur la largeur de la gamme, la largeur de la gamme a à voir aussi à où vous allez marketer votre produit. Il est évident que marketer un produit, c'est toujours beaucoup plus simple que de marketer 5 produits, pour plein de raisons. Tu sais, ça dépend, hein, parce que si tu veux marketer un produit dans les retail, dans les canaux de distribution traditionnels, en fait, tu vas voir n'importe quel distributeur de cosmétiques là, et tu leur dis j'ai un produit, c'est très compliqué. C'est vrai, je parle pour Internet, mais tu as raison. Voilà. C'est vrai que quand tu regardes la globalité offline et online, tu as raison que offline, c'est très compliqué de rentrer avec un seul produit. Même si ça existe, tu te rappelles, tu m'avais donné l'exemple de cette huile. Cette huile. Bio, quelque C'est chose. bon, on ne t'entend pas. Bioil. 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 Tu te rappelles de Bioil, ouais. L'huile Nuxe a commencé avec l'huile prodigieuse. Ouais, mais en fait, non, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme vous avez un message, plus il va être sur un produit, moins il va se diluer. Et surtout, pour faire un bon produit, c'est plus facile de faire un bon produit bien abouti que de faire 10 produits, surtout quand vous avez des moyens limités au départ. C'est vrai. Quand on avait fait avec, je l'ai encore cet Excel, je crois, Nathalie, où on avait fait 50 produits pour la femme qui fait du sport, on pensait à un magasin. On n'était pas. Parce que tu te souviens, c'était une période où on était obsédé par les chaînes, parce que on était influencé par Art Café. On voulait créer une boutique de retail, genre Sabonne, la ligne, tu te rappelles? Exactement. Voilà. Mais après, on a pivoté. Ouais, mais en fait, quand on regarde, c'est pour ça que c'est très important de regarder les trends. Et vous savez, on ne va pas faire de cours de marketing trop, mais il y a les 4 P. Le P numéro 4, je crois, c'est place. Je crois qu'il y a price, product, promotion. Price, product, promotion and place. Place, c'est l'endroit où vous allez vendre votre produit. L'endroit où vous allez vendre votre produit dicte vos concurrents. C'est-à-dire que moi, mon concurrent, ce n'est pas Clarins aujourd'hui. Voilà. Mon concurrent, c'est Glossier. Mon concurrent, c'est… On ne t'entend pas, Déborah? Ouais, tout à fait. C'est les pure players. Il faut que tu enlèves le micro. Les 4, excusez-moi, je n'essayais pas de parler à tout le monde, j'essayais de retrouver les 4. Product, price, place and promotion. C'est comment tu vas promouvoir. Ça, on va travailler là-dessus dans quelques temps. C'est un peu encore… tes concurrents. Juste pour vous dire que c'est important. Et nous, c'était une des, en fait… une des 2 voies finalement on a été vers Internet et je vais vous expliquer pourquoi, mais globalement, votre endroit où vous allez vendre votre produit, c'est en fait là où, c'est là où sont vos concurrents. Clarins, Nuxe,
Caudalie, ce n'est pas mes concurrents. Moi, mes Non. concurrents, c'est Glossier, c'est Tula, c'est des boîtes direct to consumer qui se battent sur les mêmes personnes qui achètent online, qui sont aux États-Unis. Et en fait, cette notion de place, elle est importante parce que généralement, on a tendance à regarder une industrie toujours de manière très transversale. Or, dans une industrie, il y a des compartiments. Sabonne, il lutte contre la ligne. Il ne lutte pas contre quelqu'un qui travaille à fond online, même si, avec le Covid, tout est en train d'un petit peu… Tout le monde est en train de se mettre online. Donc, ce qu'on a fait… En tout cas, ce que j'aimerais dire dans le cas de Frey… On m'entend ou pas là? Ouais, on t'entend, ouais. Vas-y, Leslie. Une question qui est très importante pour moi, c'est que pour toi, tu n'aurais pas pu envisager plusieurs canaux de distribution. Si. Là, je parle du process de maintenant. Les canaux de distribution, on est en train de les envisager dès maintenant. Et on a envie de rentrer tout azimut. Non, mais parce que tu dis la place, c'est là où tu définis tes concurrents. Tu aurais pu avoir, plusieurs places. Il a démarré sur une seule chose, en fait. Ce qui est important, c'est où tu démarres, Leslie. Voilà. C'est pas qu'est-ce qui existe. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire ton trou quelque part. Donc, le but, c'est de savoir à l'échelle chronologique du temps où tu fais ton trou. Tu ne peux pas faire ton trou simultanément sur Internet, dans les magasins, chez des boîtes cosmétiques et ainsi de suite. Donc, il faut choisir, en fait, ce qu'on appelle ton entry point, ton point d'entrée. Nous, notre point d'entrée… Vas-y, Nathalie. Non, en fait, ce que je voudrais vraiment dire, parce que pour moi, Frey Skincare, c'est un cas d'école dans plein de domaines, c'est qu'ils ont toujours été disruptifs et créatifs. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais laissés impressionner par le macro. On leur a dit, vous n'êtes pas expert en cosméto, ils l'ont quand même fait. On leur a dit, il n'y a pas de marché, les femmes, le sport, ils l'ont quand même. Donc, en gros, même sur la distribution, ils ont gardé ce mindset-là. Ils avaient une obsession de connaître leurs clients. Et ils ne voulaient pas d'intermédiaire entre leurs clients et eux, parce qu'ils avaient compris que connaître le client, ça allait devenir leur fonds de commerce, en fait. Parler à ses clients directement, c'est ce que les marques cherchent à acheter aujourd'hui. Et donc, ils ont tourné quelque chose qui était presque dans leur valeur. Michael, il vous a dit, il s'occupait d'Art Café, il voyait ses clients en direct. Ils ont adapté ça également dans leur nouvelle aventure entrepreneuriale, même si à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, et aujourd'hui, c'est devenu une vraie tendance de fond. Donc, ils ont été toujours out of the box. Ils n'ont jamais pris un des P de leurs 4 P, là, ils l'ont jamais pris for granted, comme on dit. C'est-à-dire, ils ne sont jamais dit, bon, ça, c'est comme ça sur le marché, on fait ça. À chaque fois, ils l'ont revalidé par leur intuition, par ce qui existe et par les sondages. Et moi, ce que je trouve aussi impressive dans votre approche, c'est que le plus difficile quand on lance ou quand on promeut une marque, c'est de faire des choix. Ouais. C'est de se dire, parce que moi, par exemple, quand mes clients viennent me voir et je leur dis c'est qui ton client, et ils me disent c'est tout le monde. Non, à part Coca-Cola, personne n'a tout le monde comme client. Donc ça veut dire que tu n'as pas le choix que de faire des choix très précis. Et après, une fois que tu as la maturité, etc., tu peux élargir. Et même de toute façon, par exemple pour le place, les gens ne te laissent pas aller dans plusieurs endroits en même temps. Voilà. C'est-à-dire que même si tu vas dans le retail, si tu vas voir les pharmaciens, alors tu ne peux plus aller voir la grande conso. C'est très juste. Tu te rappelles, Michael, on avait cette histoire de department store, pharmacie. Tu vas voir les marchés bio, alors tu ne peux pas aller voir les pharmaciens. Chacun veut une exclusivité de ses marques et de ses niches. Donc, puisque tu leur apportes de l'innovation, ils veulent la différenciation. Donc, de toute façon, tu n'as pas le choix que d'avoir cette… C'est seulement une fois qu'après, tu es reconnu pour ce que tu es, pour ton expertise, etc., qu'après, tu peux te permettre de choisir. Très juste. Donc, pour revenir juste à ce qu'on a au truc, donc il faut bien connaître son consommateur. Donc, lui poser beaucoup de questions. Plus vous connaîtrez votre consommateur, plus vous le définirez comme il faut, plus le produit sera précis et il sera en fait adapté à être marketé. Donc, on a fini en fait en 2016 les 3 premiers produits. Après avoir continué à rencontrer énormément de monde, on a eu la chance de rencontrer entre autres, on a eu 1 heure d'entretien avec le CEO de Clarins à l'époque qui nous a donné des super valuable tips. Donc, n'hésitez pas quand vous pouvez aller forcer un meeting avec des experts
Et n'ayez pas peur de leur donner votre idée. Ils vous donneront beaucoup plus que vous allez leur donner. Ouais. On avait parlé de ça avec Leslie et Candice parce que je leur ai dit allez voir vos concurrents. Et alors ça les avait énormément choqués. Je leur ai dit allez voir tout le monde et plus vous parlez, plus vous allez avoir des infos. Et elles étaient un peu en panique en disant ben non en fait, bah si en fait, c'est ça. Et en fait, quand on a été voir le CEO de Clarins, ben on avait plein d'intuitions qui se sont avérées. Même quand vous allez faire un meeting comme ça et que vos intuitions, ils sont validées, ça donne énormément de boost à votre décision. Donc, c'est important toujours de toujours créer et initier ces rendez-vous. Donc, on a commencé avec cette routine qui, en fait, couvrait 70% de ce que la femme a besoin par jour en skincare routine, avec une approche, c'était qu'on ne voulait pas faire une routine qui soit avant et après sport, on voulait faire une routine qui soit pour les femmes qui font du sport pour tous les jours. Ça, c'était important. Je ne sais pas si vous pouvez identifier ça à votre produit, mais des fois, quand on fait un produit, et que c'est un substitut à quelque chose, il a beaucoup plus de chances que quand c'est un add-on à quelque chose. Et nous, ce qu'on n'avait pas envie de faire, surtout après avoir rencontré pas mal d'experts en cosmétique pendant cette année-là, c'était en fait de penser qu'une femme millennials, elle allait, en plus de clinique ou en plus de Estée Lauder, rajouter encore $100 de skincare dans dans son budget mensuel. Donc, on s'est dit, OK, on est un peu fou, mais on va lui dire, non, nous, on est un substitut. Si tu es une femme sportive qui a le sport dans ta vie, donc tu as besoin de frais for every day, pour tous les jours. Et ça, en fait, ça a été notre approche depuis le début. Et je pense que ça a été une des manières de percer au début parce qu'en fait, on leur a pas dit, OK, vous devez augmenter de $1 200 votre budget annuel de cosmétiques par… non, on a un produit qui est plus adapté à votre peau. Donc voilà, ça c'était qui revient aussi un petit peu au fait que le produit, plus il est customer-centric, comme on dit, plus vous avez de chances de réussir. Et donc, on est arrivé donc, en 2016. Entre-temps, on avait regardé un petit peu ce qui se passait aux États-Unis. Glossier existait depuis 8 mois. On a regardé pas mal d'autres modèles qui commençaient à éclore dans le monde d'Internet, ce qu'on appelle des direct-to-consumer. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est en fait des brands qui sont des independent brands qui vendent que sur Internet. Et moi, j'ai été assez bluffé par leur modèle. J'y ai cru, je pensais que ça allait prendre énormément d'ampleur dans les années à venir, mais on innovait dans un domaine de skincare. On s'est dit, on ne va pas, je ne sais plus qui a dit ça au début, peut-être je crois que c'est Valérie, on ne va pas donc se scléroser dans une place possible avant de voir qu'est-ce que l'autre marché peut nous donner. Donc, je me souviens qu'on a avancé à tâtons sur le online en créant un site sur Shopify, une plateforme qui aide les small and mid business à lancer en fait leur e-commerce brand de manière très simple. Alors, je te coupe, Michael, parce que ça fait aussi partie de ce sur quoi on travaille, c'est que j'essaye de leur dire testez ce que vous avez à moindre coût, c'est-à-dire en créant une landing page, voilà, offrir le produit à des consommateurs à moindre coût pour faire un trial and error et réajuster avant de créer sa propre plateforme et de se lancer dans des coûts. Et c'est effectivement ce que vous avez fait avec Shopify à l'époque. Exactement. Mais parallèlement, on s'est dit, on va pas regarder si on n'est pas relevant auprès des grands grossistes ou des grandes retailers, que ce soit les pharmacies ou que ce soit peut-être même les grosses chaînes. Et je me souviens d'avoir fait le Cosmoprof pour la première et la dernière fois, j'espère, avec Michael. Et on a été donc à Bologne et on a regardé les dinosaures là-bas. Alors, les Cosmoprof, juste pour votre info, c'est la grande messe de la beauté mondiale. Voilà, où il y a toutes les marques qui exposent et les sous-traitants. Alors, le gros feeling de ces 3 jours, c'était qu'on était dans une industrie qui était hyper mature et en fin de cycle. Et on s'est vu, mais au-delà de ça, on s'est dit, mais
on n'a aucune chance de percer. Internet est en train de naître. Les retailers, au lieu d'agrandir leurs shelves, leurs étagères, ils les réduisent. On va en fait pisser dans un violon pendant des mois et des mois si on essaie de vendre ça. Et à côté de ça, eh ben, on commençait à avoir les premières bribes de nos ventes sur Internet qui prenaient avec notre modèle influenceur. Je vais discuter, peut-être ça va être, à mon avis, le dernier sujet. Donc, ce modèle d'influenceur qui commençait à prendre forme. Quand on cherche des early adopters, aujourd'hui, Internet est super équipé parce que vous avez en fait des influenceurs dans chaque domaine. Donc, vous avez des influenceurs dans le domaine parental, des beaux pour toi. Vous avez des influenceurs dans le domaine fashion pour Candice et Leslie. Vous avez des domaines dans ce que vous voulez. À l'époque, pour créer l'early adopter, c'est très difficile de le faire. Et nous, on a commencé je crois que c'était en mars-avril 2017, à contacter des femmes sportives qui étaient donc des fitness coachs avec beaucoup de followers sur Instagram. Et on s'est dit, waouh, elles aiment le produit. Donc, on a fait un bon produit. Et en fait, on a reçu des super retours. Et petit à petit, en fait, on a créé ce modèle donc de direct to consumer basé sur une communauté qui nous envoie du trafic sur notre site. Et on a lâché en fait le offline. On s'est concentré là-dessus. Je pense que c'est à partir de juin-juillet 2017 que notre modèle tel qu'il est aujourd'hui, il a été développé. Où en fait, on s'est concentré donc sur notre site internet aux États-Unis et au Canada en allant chercher ce qu'on appelle en français, on appelle ça des prescripteurs peut-être. Oui, c'est ça. Des prescripteurs de notre marque. Et c'est qui les prescripteurs de marque? C'est toutes ces personnes qu'on appelle des sweat for their living. Donc, ça peut être des fitness coachs, ce qui transpirent pour travailler, des fitness coachs, des sports athletes, toutes sortes de coachs. Est-ce que vous remarquez comment ils ont créé même un espèce de vocabulaire d'environnement au niveau de la linguistique, ce dont on parlait? Ils ont créé vraiment tout un univers avec Sweat for Living, etc. D'ailleurs, je me casse les dents à le faire en français, mais j'y arrive. Non, mais reste avec l'anglais, c'est mieux. et donc, tu les rémunères, ces gens-là? Pardon? Tu les rémunères, ces gens-là? Alors, au début, comme on n'avait pas d'argent, non, on les a. Enfin, en fait, tu leur offrais des produits, peut-être? En fait, ce qu'on a compris à propos de l'authenticité et de la transparence dont on parlait avec Nathalie, c'est que même là-bas, pour vraiment créer un influenceur marketing qui ne soit pas basé comme L'Oréal ou peu importe, ils ont décidé de mettre 1 million d'euros par mois sur l'influenceur marketing, peu importe si c'est authentique ou pas authentique, ils s'en foutent. Ils vont avoir X nombre de postes et nous, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc, en fait, on a été chercher des femmes qui ont vraiment aimé notre produit. Et en fait, on a créé un modèle d'affiliation où ils sont rémunérés par revenue sharing, par commission, en fonction en fait, du trafic et de la conversion qu'ils nous amènent sur le site. Et donc, en fait, de l'affiliation un peu. C'est exactement de l'affiliation, sauf que l'affiliation basée sur du long terme avec un mode opératif qui est plus de communauté orientée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un magazine mensuel qu'on envoie à toutes nos ambassadrices. On a Free Academy où on les forme à gérer mieux leur carrière. En fait, on a une vraie activation communautaire autour de ces 2000 ambassadrices qui sont avec nous. On les a recrutées petit à petit, mois par mois, en cherchant au début. Au début, on s'est trompé beaucoup. N'hésitez pas à vous tromper, c'est toujours bien de se tromper vite et bien, comme ça vous savez quoi faire après. Donc, on s'est trompé énormément sur les profils. Au début, on voulait aller vite et donc on a mis à côté le côté authentique. On a compris qu'à chaque fois qu'elle utilisait 2-3 semaines le produit et qu'on ralentissait un petit peu le process, elles étaient folles du produit, elles voyaient l'effet que ça faisait sur le produit et donc elles devenaient en fait une ambassadrice qui n'était pas seulement attirée par sa commission, mais plus attirée aussi par le fait que oui, je l'utilise tous les jours. Et donc en fait, on a adopté ça qui était très important parce qu'au bout du compte, quand tu crées une communauté, il faut que la communauté, c'est préférable qu'elle soit long terme plutôt qu'elle soit court terme. Et ce long terme est uniquement possible que quand elles utilisent réellement le produit. Okay. On s'est focalisé sur les États-Unis et le Canada au début, au moins jusqu'à fin 2019.
Et depuis début 2020, on a commencé donc à appliquer le même modèle en Angleterre, en Europe. Question, tu les reconnais qu'avec un code promo pour pouvoir Je les savoir. reconnais avec deux choses, avec un referral link et avec un code promo. Referral link, c'est en fait D'où arrive le trafic? en fait, voilà, c'est un lien que tu leur donnes qui arrive sur une landing page sur ton site qui te permet de traquer combien de personnes elle t'a amené cette personne-là. Et le coupon code, il te permet de savoir combien de ventes elles ont fait par ton coupon code. J'ai une question. C'était quoi ton modèle économique de départ? Est-ce que tu avais un investisseur? Est-ce que vous avez mis des fonds personnels? Oui, on a levé en Friends and… Non, au début, on a commencé tous les deux. Je dirais jusqu'à que le produit se termine, on a chacun mis de l'argent avec Michael. Donc ça, c'était la première année, je dirais de 2015 à fin 2016. Dès que le produit était avec nous, plus on avait une idée assez claire, c'est-à-dire d'être une direct-to-consumer brand, aux alentours de mars, environ après Bologne, on a levé auprès de Friends and Family 500 000 $. Et on a fait une levée récente d'1,5 million $, qui était en 2019, début 2019. Non, entre septembre 2018 et décembre 2018, janvier 2019. Et là, on va vraisemblablement lancer une nouvelle levée de fonds. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, pour vous donner un petit peu de chiffres, on a 80 000 clients qui sont passés par les caisses de frais. On mesure notre NPS, qui est un truc que vous devez savoir et connaître, ça s'appelle le Net Promoter Score, qui est en fait le taux de satisfaction client, qui est un taux de satisfaction client qui est calculé après le meeting. Si vous avez du temps, faites Google et regardez un petit peu comment il se calcule. Il est très sévère. Donc, en fait, il pose la question à tous vos clients après 2-3 semaines d'utilisation de votre produit. Est-ce que vous recommanderez mon produit à une personne ou à un ami? Si la personne met 8, 9, 10, c'est un promoteur de la brand. En dessous, c'est un passif. En dessous de 6, c'est un détracteur. Donc, c'est très sévère. On arrive avec frais entre 75 et 85 depuis notre premier client. Donc, c'est un peu la preuve que Frais se développe aussi de manière organique. C'est-à-dire que les gens recommandent Frais aux autres, ce qui nous fait baisser notre coût marketing. Et je reviens encore sur le produit. Plus votre qualité de produit sera bonne, plus votre marketing sera moins cher. Donc là, on le voit dans notre SPS. En termes de vente, on est à 85% aux États-Unis et au Canada. On a 10% en Europe, avec une grosse part en UK et 5% en Israël. On vient de lancer notre premier partenariat au-delà de notre site, parce que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on ne vendait que Frais sur notre site. C'est la première fois qu'on vend Frais autre part que notre site sur Terminal X en Israël. C'est un pilote. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que ça va bien marcher, mais c'est le début. On a planté 33 000 arbres jusqu'à la fin de 2019 et on va certainement planter 35 000 arbres supplémentaires. Donc, on sera aux alentours de 70 000 arbres jusqu'à fin 2020, qui est un autre KPI qui est important. Sympa. Et voilà. J'ai une question. Ouais. Attends, termine, Michael. Et la dernière chose, c'est qu'on a switché un peu notre modèle. Jusqu'à présent, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a posé la question, on allait chercher des filles qui étaient très engageantes sur leur profil, mais qui avaient un nombre de followers qui était restreint. Aujourd'hui, on est en train d'adapter le même modèle, mais avec des giants, avec des filles qui ont 2 millions de followers, avec des filles qui ont 1 million de followers, qui sont des sportives, mais en essayant d'adapter notre modèle qui a fait le succès du début, par le long terme, authentique partnership, et en essayant de les amener à utiliser notre Daily Skincare Routine tous les jours. On a aujourd'hui une 50aine de macro-ambassadeurs comme ça, qu'on a recrutés depuis le début de l'année. Et en fait, on compte beaucoup sur elle pour être un peu un moteur de croissance sur 2021. Ouais, non, juste comme vous parliez un petit peu de chiffres, j'étais curieuse de savoir
quelle était la structure aujourd'hui, si vous pouviez décrire votre structure Est-ce que tu peux te mettre organisationnelle. en vidéo, Kate? Parce que c'est pas très agréable de ne pas D'accord, te je suis en voir. train. Oui, je suis désolée, je suis en train de me préparer pour un rendez-vous, donc c'est pour ça. Hop, je me mets en vidéo pour la question. Ah, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Bon, ça ne fonctionne pas. Ok, Désolée, vas-y. bon, je finis juste ma question rapidement, excusez-moi pour ça. Oui, au niveau, juste si vous pouvez décrire votre organisation, est-ce que vous avez des employés, combien, et qui fait quoi, et son évolution aussi rapidement, à combien vous avez démarré, combien vous êtes aujourd'hui? On a démarré dans un café de Roladine avec Mickaël et moi, on sentait l'odeur du salon de coiffure, donc c'était notre premier bureau à Roladine à Ezorechen, pas loin de là où on habite. Et après, donc là aujourd'hui, on est 10 employés à plein temps et je dirais entre 5 et 7 freelancers autour de nous qui sont quasi plein temps. On a en fait, donc on est deux cofondateurs, moi et Mickaël. Moi, je m'occupe du recrutement ambassadeur, je m'occupe des produits, de la finance et de la logistique. Mickaël, il s'occupe du management des ambassadeurs, de la communauté, du customer service et en fait de tout ce qui est copywriting, texte et mission sociale. On a 4 personnes qui s'occupent, dans une partie est freelanceur, qui s'occupent de recruter nos… Non, pardon, on a 2 personnes qui s'occupent de recruter nos micros et on a 4 personnes qui s'occupent de manager nos micro-ambassadeurs. Dans le département macro, on a 2 personnes qui s'occupent de recruter nos macros avec moi et on a une personne qui, en fait, qui pour l'instant fait le management de ça. On a une Customer Service Manager et on a une personne qui est aujourd'hui responsable de la logistique et des achats. Et en fait, oui, et on a une graphic designer à plein temps, bien sûr, et une personne qui, de temps en temps, nous aide. Sauf que tu as aussi des nouveaux produits sans cesse, ça, c'est des… Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris en fait que plus on augmentait notre range, plus notre lifetime value augmentait. La lifetime value, c'est en fait le chiffre qu'un consommateur lambda dépense chez Frey. Donc, au début, en 2017, il avait la possibilité d'acheter que le 1, 2, 3 frais. Aujourd'hui, il y a une gamme de 16 produits. On travaille sur une dizaine de produits qui sont dans le pipeline supplémentaire dans les 18 prochains mois. Donc, on fait ça. On a aussi ce qu'on fait, ce qui est un super modèle, c'est le co-branding. Le co-branding, c'est en fait, on a créé une ligne avec Talia Sutra, qui est une figure du monde du fitness. Donc des produits qui sont éco-friendly, 100% naturels, qui sont très adaptés à cette niche-là, enfin cette verticale-là de yoga. On a fait 2 produits avec elle, on en fait un 3e et on regarde un petit peu pas mal d'autres verticales dans le monde du sport qui soient relevant aussi à certaines personnes. On parle à une tennis woman, on parle aussi à une personne dans le hair care. Voilà. Maintenant, Nathalie, il me reste 3 minutes. Donc Non, ouais. c'est pour les questions, à mon avis. Voilà, c'est ça. En tout cas, vraiment merci, Mickaël, parce que j'ai l'impression qu'on a fait en accéléré tout le process comme ça de création jusqu'au go-to-market avec pas mal de pépites sur lesquelles on reviendra, nous, dans le programme, mais qui ont vachement de sens quand elles sont vécues et que ce n'est pas de la théorie, quoi. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on quitte Mickaël parce qu'il a un call? Moi, je veux bien savoir quels sont les retours des influenceurs. Est-ce que ça a un vrai impact sur tes ventes ou est-ce que c'est surtout pour que ça ait de la visibilité ou les deux? Pour nous, ça a eu un impact fulgurant sur nos ventes. Jusqu'à présent, étant donné qu'on ne fait quasiment que ça, ce qui est aussi une faiblesse de Frey aujourd'hui en fin 2020 et on va j'espère, y remédier en 2021, ça a été notre moteur quasi biladi, quasi exclusif de notre modèle. Donc oui, pour Frey, ça ne veut pas dire que pour un produit comme le vôtre, ce soit relevant. Nous, on cherchait des prescripteurs qui nous ont cachérisé notre produit. C'était difficile pour nous, comme Moroccan Oil, qui ont été en fait, qui ont fait une révolution dans les salons de coiffure. Ils avaient en fait, qu'est-ce qui a fait leur révolution? C'est qu'ils avaient un prescripteur pendant des années qui ont dit, voilà, ce produit-là, c'est le meilleur. Et cette personne, c'est le coiffeur.
Et donc, nous, notre coiffeur, c'est la fitness coach. C'est la D'accord. même Et coach. donc, tu n'as jamais investi en pub, en com, en Alors, achat de trafic? si, on investit uniquement, non, à proprement parler, on investit uniquement dans ce qu'on appelle du retargeting sur Google et sur Facebook, qui en fait, la personne a entendu parler de frais, on la retarget. D'accord. OK. Donc, ce n'est pas de l'investissement direct, quoi. Non, mais non, ce n'est pas l'investissement, mais on le fera en 2021. OK. Bon, merci beaucoup, Mickaël. C'était formidable. J'espère que ça vous a aidé. Bonne chance. Merci Et à beaucoup. très bientôt. Merci Nathalie. beaucoup. Bravo Merci. Nathalie pour l'initiative. Bye, Merci. Thibaut. À Bye, bientôt. Bye. 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 Voilà. Alors, je vais également me séparer de toutes les futures entrepreneuses, mais celles qui ne sont pas encore dans notre programme parce qu'on va rester en petit comité. Donc, merci Eva de t'être jointe à nous et puis peut-être que voilà, tu seras une prochaine intervenante. Coordonnées dans le chat pour que je puisse t'envoyer peut-être le questionnaire avec plaisir. Voilà, envoyez des choses dans le chat. Merci à Kate, merci à Yael de s'être connectée de Paris, qui est en pleine création de marque de beauté, qui a fait le programme avec moi. Merci à Eva, avec qui j'ai travaillé dans l'univers de la beauté il y a quelques mois en Israël, et à Juliette qui est à Paris, et on va se parler cet après-midi. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Tania, tu es bienvenue si tu veux rester. Je verrai plus tard. Voilà. Salut à toutes. Au revoir. Salut, merci. Bye. Bonne journée. Bye. Ça va? Comment vous allez toutes? Ça vous a plu? Des petites réactions à chaud? C'est un pro du marketing. Ouais. Il y a énormément de qualité de ce point de vue-là. Mais il faut que vous sachiez que Mickaël, il a un équilibre très subtil entre beaucoup d'intuition et des choses rationnelles et tangibles. C'est-à-dire, et c'est ça que j'aime beaucoup travailler moi avec vous, c'est vous avez une intuition, il ne faut pas la fracasser, il faut la garder, mais il faut après faire que ça ne va pas juste être une intuition et qu'elle va être sur des choses tangibles et rationnelles. Il a des outils qu'on ne connaît pas forcément et